Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes le maître de la roue au cœur du cirque le plus célèbre du monde, le Cirque du Soleil. Nous allons raconter son histoire avec vous, car sur ce sujet, vous en connaissez justement un rayon. Bonjour Ghislain Ramage. Bonjour à tout le monde. Alors le Cirque du Soleil, c'est une institution mondiale, et je crois que vous y êtes depuis 15 ans. Vous êtes ce qu'on appelle le maître de la roue. Alors maître, j'irai peut-être pas jusque là, mais disons que j'ai commencé la roue cire, ça s'appelle donc la roue cire, c'est Oui. YR. J'ai commencé il y a à peu près 21 ans. Donc bien avant de commencer avec le Cirque du Soleil, mais dans mon parcours d'acrobate et pour devenir artiste professionnel, c'est ça, je suis passé par pas mal d'écoles et c'était en 2005, je sais, je ne me trompe pas, où j'ai découvert cet agrès qui s'appelle donc la roue cire. Et le Cirque du Soleil, bon, on va évoquer d'abord ce qu'est le Cirque du Soleil, on parlera de vous après, et puis on parlera d'Allegria, un spectacle qui est joué quelquefois plusieurs fois par jour à Chatou, dans l'île des impressionnistes, et on va évoquer le Cirque du Soleil à travers des dates. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 16 juin 1984. Je crois que c'est la première du Cirque du Soleil. Ça n'existait pas avant. Oui, alors la première représentation, si je me trompe pas, c'était à la Baie Saint-Paul. Exactement. Ah voilà, en Gaspésie, au Québec, Oui. où en fait Guy Laliberté, le cofondateur du Cirque du Soleil, et ses amis avaient créé un spectacle. Il faisait beaucoup de spectacles de rue, donc c'était Guy Laliberté à la base, c'est un échassier. Oui. Donc ils avaient ils faisaient plus de la déambulation, et donc ils se sont retrouvés à finalement créer un spectacle sous chapiteau, et le festival dans lequel il se produisait dans cette petite ville de la Baie Saint-Paul est devenu de plus en plus gros. Et en fait, les spectacles parlaient aux gens parce qu'il y avait pas grand-chose qui se faisait, on va dire, dans cet endroit du Québec, ou même au Canada en général. C'était une fête foraine, en fait, Oui. où il y avait justement ce spectacle. Guy Laliberté, c'est un personnage qu'on ne connaît pas en France, mais il a pris sa liberté à 14 ans, il a quitté sa famille, et il a parcouru les rues de Québec jusqu'en Europe. Il était à l'époque accordéoniste et cracheur de feu. Ouais. Cracheur de feu, c'est une chose très particulière. Ouais, je l'ai fait aussi d'ailleurs à peu près aux mêmes âges. Mais alors, en fait, cracheur de feu, on crache pas du feu, on crache un produit en réalité. Oui, du pétrole désaromatisé. Ouais. Mais ça peut être dangereux. Oui, c'est pas une très bonne idée. Et donc, en fait, les cracheurs de feu, je ne sais pas si vous le savez, Ghislain Ramage, c'est un esclave romain qui s'appelait Eunus, qui a utilisé la respiration du feu pour convaincre ses compagnons d'esclavage qu'il avait des capacités surnaturelles pour se révolter contre les Romains. Oh, C'est wow. comme ça que sont nés les cracheurs de feu. Eh ben, on en apprend des choses ici à Sud Radio. Je crois qu'ensuite, Guy Laliberté, a travaillé dans une centrale électrique. Ah ouais, Ouais, je savais pas ça. avant de se consacrer aux arts de la rue. Et c'est vrai que les arts de la rue, c'est aussi quelque chose de très particulier Ah oui, que effectivement, vous avez ouais. connu, Ghislain Ouais, Ramage. effectivement. Ouais. C'est-à-dire comment il faut faire? On fait des numéros et il faut retenir l'attention des passants. Exactement, c'est ça c'est vraiment la rue, enfin les spectacles de rue, c'est vraiment une école à part, quoi. C'est-à-dire comme vous le dites, effectivement, c'est réussir à attirer l'attention des spectateurs, et aussi de leur donner envie de rester, et aussi de leur donner envie de donner de l'argent. Oui. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire pour que... déjà, il y a aussi les conditions. On n'a pas forcément le sol qu'on veut, on n'a pas forcément... Il faut trouver le bon endroit stratégique pour là où il y a du passage, ou comment... Enfin, il y a plein de choses qui entrent en compte pour que ça puisse marcher, quoi. Oui, et on n'a pas souvent les autorisations non plus. Aussi, ouais, je me suis fait plus d'une fois arrêter par la police en demandant de changer d'endroit parce que j'avais pas les permis ou quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez dans la rue comme activité? À l'époque, je faisais surtout de la jonglerie. Alors j'avais un groupe d'amis avec qui j'ai grandi dans le cirque à Rennes, dans mon école de cirque, là où j'ai commencé, le Bing Bang Circus. Et donc on était un groupe d'amis comme ça, et puis il y avait le marché des Lys il y a toujours d'ailleurs le marché des Lys à Rennes tous les samedis matins, et en fait c'est là où j'ai commencé à faire mes premiers spectacles de rue, et c'était vraiment juste comme ça pour avoir du fun, quoi. Puis
au début, on savait pas trop ce qu'on faisait, mais c'est surtout ça. On faisait de la jonglerie, un petit peu d'acrobatie, du monocycle. Moi, je me déplaçais tout le temps en monocycle. J'allais à l'école en monocycle aussi. Donc voilà, on a commencé le samedi matin au marché des Lys et après, ça a continué pendant une dizaine d'années. Et Guy Laliberté a commencé avec les échasses, justement. Il a entrepris une marche de 90 km séparant Baie-Saint-Paul à Québec sur des échasses. Eh ben, je savais pas ça. Voilà, et Incroyable. Et c'est là qu'il a fondé sa troupe de théâtre qui s'appelait Rue des Échassiers, justement. Ah, ok. Et qui avait des jeunes artistes. Il a fait une tournée et puis il a fait un premier spectacle et il a rebaptisé sa troupe le Club des Talons Hauts. À cause des J'avais échasses. entendu ce nom-là déjà, oui. Et petit à petit, il a commencé dans les matchs de hockey. Je ne sais pas si vous le savez. Entre deux matchs de hockey, il y avait un numéro Guy Laliberté. Ah, ok, bah non, je savais pas ça non plus. Donc, et c'est petit à petit comme ça qu'il a commencé et qu'il a créé un festival d'été où il a démarré. Et c'est vrai que les arts forains, le cirque, le théâtre, c'est une performance collective car le public est aussi invité, Ghislain Ramage, à y participer. Ça vous arrive, vous faites participer le public quand vous êtes dans la rue. Ah oui, c'est sûr, ouais. Alors, ça fait partie des choses qui, justement, qui permettent aux gens d'avoir envie de rester parce qu'ils se sentent impliqués. Et donc, il y a un truc un peu plus fun. Alors, nous, on prenait des passants, puis on les mettait en ligne des fois, puis on jonglait d'un côté et puis de l'autre, en faisant passer les massues. Donc, les massues, c'est les espèces de quilles avec lesquelles on jongle, et on les faisait passer très proches des visages ou quoi pour faire un peu peur aux gens, mais ça marche très bien. Alors, il se trouve donc qu'après avoir fait ses numéros des chasses, Guy Laliberté a pensé au 450e anniversaire de la venue de Jacques Cartier au Québec. Je ne sais pas si vous le savez, c'était le point de départ du Cirque du Soleil. Ah non, je savais pas ça. C'est-à-dire que Jacques Cartier arrive. Jacques Cartier est arrivé au Québec, il a découvert le Canada. Il a découvert le Canada parce que François Ier voulait absolument lui faire découvrir un nouveau pays. Il a découvert le Saint-Laurent, qui s'appelle le Saint-Laurent parce que il a découvert le jour de la fête, le Saint-Laurent. D'accord. Et il a découvert le Mont-Royal, qui est devenu Montréal. Canada, c'était village en Huron. Waouh. Voyez, donc, Je ne savais pas tout ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, il rencontre le Premier ministre du Québec et il obtient une subvention pour créer un cirque. Et c'est vrai, ce cirque, c'est appelé le Cirque du Soleil. Il y a une raison particulière, je crois. Vous la connaissez? Non. Eh bien, tout simplement parce qu'il était à Hawaï, il a vu un coucher de soleil, et il a dit, voilà une belle image, c'est l'image de la jeunesse, ce sera le coucher du soleil. Waouh. Et c'est comme ça que le Cirque du Soleil est né. Eh ben, vraiment, je ne savais pas du tout. Peut-être que j'aurais dû me renseigner avant. Non, mais je suis là pour 15 ans. Alors, il se trouve que le Cirque du Soleil, au départ, c'est une toute petite troupe, je crois. Ouais. Il y a quoi? Il y a 20 personnes. Ouais, j'imagine pas plus, ouais. Et alors, il y a un spectacle qui s'appelle Le Grand Tour. Je ne sais pas si vous avez vu. Non. Le premier spectacle, la musique, c'était ça. C'était dans la tradition du cirque, parce qu'au départ, le cirque, c'est une tradition très particulière. Ça vous a toujours fasciné, le cirque? Ouais, bien sûr. J'ai commencé à l'âge de 6 ans, donc c'était... Voilà, au début, c'était vraiment... J'avais dû voir un cirque à Rennes sous chapiteau, et ça m'a donné envie de faire pareil. Donc j'ai demandé à ma mère si je pouvais pas faire du cirque aussi, et donc j'ai la chance d'avoir une petite école de cirque près de mon quartier à Rennes. Mais oui, c'est après moi le cirque, ce que je connaissais du cirque, je l'avais seulement vu à la télé, ou à part cette fois où j'avais vu un spectacle sous chapiteau, mais je connaissais pas grand chose jusqu'à mes 10 ans, quoi. J'avais pas trop connaissance de ce qui se faisait dans le cirque, mais à part le cirque traditionnel, en fait. Et compagnie. À la télévision, il y avait la Piste aux étoiles, qui était l'émission de Gilles Margaritis, qui présentait des numéros de cirque tous les 15 jours. Ça vous a marqué, ça? Alors, je pense que ça, c'est... moi, je regardais pas la Piste aux étoiles. Je pense que c'était la génération avant la mienne. Moi, c'était plutôt le plus grand cabaret du monde. Ça a bercé mon enfance, ouais. Et c'est vrai qu'il y avait des numéros fabuleux venant du monde entier. Bah, bien sûr. Parce que Patrick Sébastien était le seul à proposer des numéros qu'aucune chaîne de télévision ne proposait. Il n'y avait aucune promotion. Et les artistes venaient quelquefois un an au Lido ou au Moulin Rouge, à Paris ou ailleurs, sans être connus par la télévision. Ouais. Et ça vous a donné envie de faire ce métier? Ah, c'est sûr. Ah, bah alors, il y avait le plus grand cabaret du monde, mais... je me rappelle à tous les Noëls, en fait, je regardais le Cirque du Soleil qui passait sur Arte, quoi. C'est comme ça que j'ai connu le Cirque du Soleil d'abord. Ah ben moi, c'était des spectacles, enfin qui avaient
qui était complètement différent de ce que je connaissais du cirque traditionnel, donc vraiment beaucoup plus mise en scène, on va dire, avec voilà, des musiques et des lumières, des costumes incroyables, et ça c'était quelque chose déjà à l'époque était vraiment unique, et donc forcément je voyais ça à la télé, je me disais waouh, c'est vraiment un truc spécial que je peux voir une fois par an, quoi. Oui, mais en même temps c'était le premier cirque sans animaux, on en parle aujourd'hui Aussi, ouais, voilà, bien sûr. Ça a été aussi une révolution. Une ça. révolution. Ah ouais, et ça, je pense que ça a participé à vraiment aussi changer l'opinion qu'on peut avoir du cirque, et bah, comment dire, l'image du cirque. Ouais. Et personne n'imagine au départ que le Cirque du Soleil va faire le tour du monde, je suppose. Quand vous le voyez, c'est... Ouais, oui, c'est après moi, à l'époque, il y a 30 ans, le cirque tournait déjà autour du monde. Oui. Quoi. Moi, j'en avais aucune idée. En fait, vraiment, je voyais ça à la télé, mais c'était tellement éloigné pour moi que je me posais pas trop de questions, mais j'étais juste fasciné, quoi. Et Guy Laliberté a fait fortune, je ne sais pas si vous le savez, il a réalisé son rêve, faire du tourisme spatial. Et oui, j'étais là avant et après, on s'est vu plusieurs fois. Ouais. Il a rejoint la station spatiale internationale pour 12 jours à bord d'une capsule Soyouz, et le voyage a coûté 35 millions de dollars. Ouais. Ça, c'était un rêve. Ah ouais, je l'ai vu, il était venu nous voir à New York, juste avant qu'il aille en Russie pour se préparer, parce qu'il a passé 6 mois, je pense, à s'entraîner avant de partir dans l'espace. Et c'est ça, quoi. Et c'était fou parce qu'en fait, il a toujours été comme ça, Guy, où vraiment, une espèce de nonchalance, où il nous parlait de ses entraînements, de ce qu'il avait prévu d'aller faire dans l'espace. Et puis quand il est revenu voir le spectacle, je sais plus où on était, et puis voilà, il nous racontait son voyage dans l'espace comme s'il était parti en vacances en Bretagne, je sais pas, c'était vraiment bizarre, quoi. C'est un personnage étonnant et qui a fait des choses étonnantes. Et il y a une autre date importante dans son parcours, c'est le 25 décembre 1993. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Ghislain Ramal. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Ghislain Ramage, qui est l'un des participants à ce merveilleux spectacle Allegria, qui est du Cirque du Soleil, qui est pour l'instant sous le chapiteau dans l'île des impressionnistes à Chatou. On va en parler tout à l'heure longuement de ce nouveau spectacle. On en revient au parcours du Cirque du Soleil. Donc vous avez été un fan jeune et auquel vous appartenez aujourd'hui. On a évoqué les débuts. Et le 25 décembre 1993, c'est la première de Mystère à Las Vegas. Premier spectacle non itinérant du Cirque du Soleil. Et c'est vrai que le Cirque du Soleil a marqué l'histoire de Las Vegas, comme les cabarets. Complètement, ouais. Ah ouais, aujourd'hui, il me semble qu'il y a encore 8 ou 9 spectacles résidents à Las Vegas. Voilà. Au départ, c'est une salle qui est construite sur mesure. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ah, si, je suis allé voir plusieurs fois. Comment elle est, cette salle? Parce que c'est une salle spéciale, puisque les numéros sont très complexes. Oui, en fait, tous les spectacles du Cirque du Soleil à Las Vegas, les théâtres ont été conçus pour le spectacle. Donc, par exemple, il y a un autre spectacle qui s'appelle O, où il y a une espèce d'énorme piscine qui est modulable. Donc, il y a des espèces de plateaux qui sont sur des pistons, tout le concept du spectacle va avec le théâtre qui a été construit pour. Et le théâtre est immense. Comment ça se passe à l'intérieur? Oui, c'est immense. Je sais plus combien de places c'est, mais ça doit être autour des 3-4 000 places, j'imagine. Mais c'est magnifique. Tout est fait pour que l'ambiance soit. Et puis pour chaque spectacle vraiment différent, quoi. Et ça, c'est étonnant. On parle des casinos à Las Vegas, on ne parle jamais du cirque, qui est aussi important. Et je crois que ça a commencé en 87. Le Cirque du Soleil a fait sa première tournée aux États-Unis, et c'est à Los Angeles, il y a un producteur qui a repéré le Cirque du Soleil et qui l'a emmené à Las Vegas. Okay. Un des maîtres un des patrons des hôtels et des casinos de Las Vegas. C'est comme ça que c'est né. Je ne savais pas. Et il y a un film qui a marqué aussi le cirque aux États-Unis, parce qu'on parle beaucoup du Cirque du Soleil, mais il y a eu un autre cirque avant. Et il y a un film qui évoque cette histoire. Mesdames et messieurs, dans son numéro sensationnel, Sous le plus grand chapiteau du monde. Est-ce que vous avez vu ce film de Cécile B2000? Je l'ai vu il y a très longtemps. En fait, c'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma, avec Charlton Heston, une histoire d'amour entre deux trapézistes, et qui évoque le cirque Barnum, parce que Barnum a été le premier cirque important aux États-Unis.
Itinérant qui voyageait en train d'ailleurs, non? Exactement, il voyageait en train et il faisait le tour des États-Unis et Barnum est devenu une légende et star de comédie musicale. Et il se trouve que pour les Américains finalement et pour les Canadiens, c'est pratique parce que je crois que New York et Montréal, il y a 1 heure d'avion, c'est très pratique. Ouais. C'est 6 heures de train, il me semble, mais 1 heure d'avion, ouais, c'est très proche, ouais. Voilà. Et c'est vrai que le Cirque du Soleil a tout de suite trouvé sa place au milieu des casinos. Mm-hmm. Je sais pas, vous avez joué quelquefois à Las Vegas? Oui, j'ai eu la chance de travailler sur un spectacle dont j'avais fait la création avant qui tournait. Et à un moment, ils sont allés l'installer à Las Vegas. Et donc, je suis retourné pour faire un remplacement. Donc, j'ai passé 1 an à travailler dans un casino à Vegas, ouais. Et comment ça se passait? C'était le soir? C'était comment? Alors, c'est vraiment différent. Il faut savoir qu'au Cirque du Soleil, il y a 3 types de spectacles différents. Il y a les spectacles donc, de résidents dont on vient de parler, qui sont majoritairement à Las Vegas. Il y a les spectacles de tournée qui sont soit en aréna, donc comme dans des zéniths par exemple, et puis les spectacles en chapiteau. Ouais. Et donc les conditions sont pas les mêmes selon le type de tournée. Donc un spectacle résident, on bouge pas, donc c'est 10 spectacles par semaine, mais c'est toujours les mêmes heures, c'est vraiment très fixe, quoi. Et puis les shows de tournée, ça va toujours un peu bouger. On va avoir plus ou moins de spectacles. On va être logé en hôtel ou quoi. Mais à Las Vegas, la plupart des artistes sont installés, ils ont une maison. Ils sont très. Enfin, c'est vraiment un contexte différent, quoi. Oui, mais en même temps, quand on va à Las Vegas, on dit on va au casino jouer, mais il y a aussi ce genre de spectacle. Oubliez, c'est plein tous les soirs. Ouais, parce qu'en fait, les spectacles aussi sont plus courts. Parce qu'il faut permettre... les gens, ils sont là pour aller jouer au casino, en fait, aussi. Donc, ils vont voir des spectacles, des fois, sur leur pause, faire une petite pause entre les jeux. Et c'est vraiment différent, ouais. Alors, je crois que dans l'histoire du Cirque du Soleil, Ghislain Ramage, il y a un personnage clé qui est Franco Dragone. Mm-hmm. Car je ne sais pas si vous l'avez connu. Je l'ai rencontré une fois, mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance de travailler avec lui. Ouais. En fait, c'est un Belge qui a été repéré par Guy Laliberté quand il animait des stages de comédie et d'arté à Montréal et qui a mis en scène, je crois, 10 spectacles du Cirque du Soleil. Ah ouais, je ne savais pas que c'était 10, mais effectivement, il en a mis en scène beaucoup. Ouais. Et c'est vrai, c'était très particulier, Franco Dragone, dans sa mise en scène. Ah, c'est vraiment... ça reste la personne qui a été à l'origine de vraiment ce qu'est le Cirque du Soleil aujourd'hui. La patte, on va dire, artistique. C'est lui qui a su donner cette espèce de magie dans les costumes, dans la mise en scène, dans la création des personnages. C'est Allegria, c'est Kidam, c'est beaucoup de spectacles qui ont vraiment fait la renommée, qui ont créé la renommée du Cirque du Soleil. Ouais. Il y a un spectacle qui s'appelle Dralion, je ne sais pas si vous le connaissez. Dralion, oui. Dralion. Oui. Je ne sais pas si vous avez joué dedans. Non. C'est un mélange du Cirque du Soleil et de cirque chinois. Ouais. C'est quand même, c'est pas simple à faire ce genre de choses. Non, j'ai des amis qui ont eu la chance de travailler sur ce spectacle, mais effectivement, c'était très compliqué. À plein de niveaux parce que il fallait des interprètes aussi, il y avait des Chinois, mais il y avait aussi des Canadiens, des Américains. C'était pas qu'une troupe chinoise, mais effectivement c'était inspiré du cirque traditionnel chinois. Donc c'était je l'ai vu il y a très 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 longtemps sous chapiteau. Il me semble que c'était à Bruxelles. Mais c'est vraiment, enfin, ça faisait partie justement d'un des spectacles aussi iconiques du Cirque du Soleil. Ouais, il faut savoir que le cirque chinois, et donc c'est de rentrer dans le Cirque du Soleil, ce qui est important, ce sont les numéros acrobatiques. Mm-hmm. Et ça, il y a des numéros qu'on peut voir nulle part ailleurs. Est-ce qu'il y a des numéros acrobatiques qui vous ont marqué dans tout ce que vous avez vu? Au Cirque du Soleil ou Au Cirque du Soleil, oui. Oui, il y en a un paquet. Mais c'est extraordinaire, quelquefois. Il y a des choses qu'on voit nulle part ailleurs. Mais parce que le Cirque du Soleil a été aussi précurseur en la matière et avait la capacité de créer des numéros qui n'avaient jamais été créés avant ou alors de les intégrer dans leur spectacle. Je pense par exemple à la bascule, teeterboard en anglais. Oui. C'est une espèce de planche, la planche sautoir en fait, ça s'appelle. Oui. Et ça, c'est... Vous me demandez un numéro qui m'a marqué. Sur Cortéo, il y avait un numéro de planche sautoir coréenne, on appelle ça, parce que c'est 2 artistes qui vont sauter, qui vont retomber sur la planche, parce qu'il y a une autre type de planche sautoir qui s'appelle la hongroise, où on effectue seulement des sorties. Oui. Mais ce numéro de planche sautoir coréenne a été... pendant longtemps, un numéro hyper iconique, parce que même pour tous les acrobates, c'était vraiment
Ça consiste en quoi? Il faut sauter et faire des figures, faire des saltos et retomber sur une planche qui fait peut-être 50 cm de large et il monte à 5-6 mètres de hauteur. Non, c'est un truc incroyable. Mais ça demande demande pas de faire ça. Non, ça demande des mois de préparation. Ah ouais, non, des années d'entraînement. Ouais. J'ai travaillé avec des artistes qui étaient dans ma promotion à l'école qui ont fait de la planche sautoir pendant 3 ans et l'apprentissage est très long et compliqué et dangereux. Oui. Il faut faire du trampoline, il faut avoir des notions acrobatiques, un niveau acrobatique très élevé. Il faut aussi avoir le cœur bien accroché. Mais c'est vrai que pour être au Cirque du Soleil, il faut vraiment avoir une pratique d'un numéro très précise. Ça demande vraiment un entraînement encore plus fort que dans les cirques traditionnels. Pas spécialement plus fort. En fait, on a des numéros qui sont vraiment on va dire spécialistes. Dont je fais partie, mais on a aussi des artistes qui sont plus généralistes, donc qui peuvent venir, qui sont plus acrobates, qui peuvent faire un peu de tout, mais qui n'ont pas forcément une spécialité à part entière. Il y a aussi Guy Caron qui a pris la relève de Franco Dragone, qui est un metteur en scène qui a fondé l'École nationale du cirque à Montréal et qui a aussi mis en scène des spectacles du Cirque du Soleil. Ah ben je savais pas qu'il aimait ça des spectacles du Soleil voilà. Aussi. Mais... Il a travaillé là-dessus. Il se trouve que l'école de cirque à Montréal, c'est une école très importante. Et on oublie qu'en France, il y a une école très importante aussi. La première école du cirque, c'est Annie Fratellini qui l'a créée en 74. Elle était femme clown. Elle a créé la première école nationale du cirque destinée à tout le monde parce que le cirque, finalement, ça passionne tout le monde. Ouais. Ah, puis les écoles, c'était un truc tout nouveau aussi. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jusqu'à peut-être mes 15-16 ans, je savais pas, en fait, que... Moi, j'avais pas de prétention de devenir artiste de cirque parce que ma famille était pas du tout du cirque et donc je me disais, moi, c'est inaccessible. Il faut faire partie d'une famille de cirque parce que je croyais que c'était comme ça, en fait. Comme beaucoup de gens le pensent, mais j'avais aucune connaissance des écoles de formation professionnelle. Donc, effectivement, ça a commencé avec l'Académie Fratellini, ouais. Exactement. Et puis, justement, vos débuts au cirque, et on va les évoquer à travers une date, le 29 juin 2011. À tout de suite sur Sud Radio avec Ghislain Ramage. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Ghislain Ramage, l'un des artistes de ce Cirque du Soleil, qui est en ce moment à Chatou et qui présente son spectacle Allegria. On va en parler tout à l'heure. On a évoqué les débuts du Cirque du Soleil. Et puis le 29 juin 2011, vous arrivez dans ce cirque avec un spectacle qui s'appelle Zarkana. Effectivement. Comment vous êtes arrivé dans le Cirque du Soleil? Alors... on va revenir vraiment en arrière. Oui. Donc j'ai fait une école supérieure de cirque à Bruxelles. Donc c'est une formation professionnelle sur 3 ans. J'avais fait d'autres écoles préparatoires avant ça, mais c'est vraiment l'école qui m'a donné le niveau supérieur en fait d'études. Oui, au départ vous aviez fait du cirque avec des copains et des compagnies amateurs. Ouais, de manière amateur. Après, en fait, en 2005, je suis entré dans une école préparatoire pour les concours d'entrée des écoles supérieures. Donc j'ai fait 2 années d'école préparatoire, une à Lille, une à Montpellier. Et ensuite, je suis parti à Bruxelles pendant 3 ans. Et donc c'est à la sortie de cette école supérieure à Bruxelles en 2010 que... en fait, il y a des agents de casting du Cirque du Soleil un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que avec les réseaux sociaux, ils n'ont plus forcément besoin d'être présents là. Mais disons qu'à l'époque, ils allaient voir toutes les sorties d'école pour aller faire leurs courses, quoi, aller voir les artistes qui les intéressaient. Et donc, ils rencontraient les artistes et leur donnaient leur carte de visite ou quoi. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé au départ. J'ai rencontré quelqu'un du casting, ils m'ont dit on est intéressé par ton profil, n'hésite pas à nous envoyer ta vidéo, etc. Donc c'était vraiment plus pour faire partie de la base de données en fait, et au cas où ils seraient intéressés pour travailler avec moi. Et finalement ils ont été intéressés. Et en fait c'était 6 mois plus tard. Alors il y avait un autre artiste acrobate à la Roussire aussi qui avait terminé l'école 1 an auparavant, qui s'appelle Maxime Pitou. Qui
lui avait été contacté par le Cirque du Soleil pour cette nouvelle création d'un spectacle qui s'appelait donc Zarkana. Et lui, il se trouvait qu'il travaillait déjà avec le Cirque Plume, donc il était pris. Et donc il a dit, mais attendez, par contre, je connais Ghislain, il serait peut-être intéressé, il vient de terminer l'école. Et donc moi, j'étais en Italie à ce moment-là sur un autre spectacle. Et ils m'ont appelé, ils m'ont proposé voilà, de rejoindre cette nouvelle création. Et en fait, une semaine après, je me retrouvais à Montréal et changé complètement de vie. Et puis, j'ai commencé ma carrière au Cirque du Soleil comme ça. Ouais. Alors, on connaît les écoles de danse. D'ailleurs, c'est en faisant les écoles de danse souvent que les filles sont recrutées au Moulin Rouge. Mais on ne connaît pas les écoles de cirque comme celle de Bruxelles. Qu'est-ce qu'on apprend là-bas? Alors, les écoles de formation professionnelle, il y en a vraiment un peu... Il y a des formations artistiques qui peuvent durer de 2 à 3 ans. Il y a les formations préparatoires. Il y a les formations supérieures. Donc, il y a vraiment tout un panel d'écoles, surtout en Europe. Elles sont toutes différentes et elles ont vraiment toutes des formations, on va dire, des directions artistiques qui sont aussi propres à chacune. Donc, il y a 4 écoles supérieures dans le monde. Une à Montréal, une à Châlons-en-Champagne, le Centre national des arts du cirque, une à Stockholm et une à Bruxelles. Et ces 4 écoles supérieures, elles sont supérieures parce qu'elles sont subventionnées. Elles ont voilà, une direction artistique vraiment différente à chacune. Et donc, elles permettent de terminer cette formation avec soit un numéro qui est, on va dire, prêt à aller sur le marché du travail, ou on sort avec un spectacle collectif qui va tourner pendant un moment et qui peut se produire pendant quelques années. Et vous avez commencé, vous, avec des spécialités, Ghislain Ramage, ou comme ça? Moi, comme je disais avant, j'ai commencé de manière vraiment très amateur, parce que je trouvais ça juste... J'avais vraiment du fun à faire du cirque. Je faisais surtout de la jonglerie, un peu d'acrobatie au sol, mais je n'avais pas vraiment trouvé la spécialité que j'avais envie de faire. Et donc, quand je suis entré dans les écoles de cirque, à Lille, par exemple, en école préparatoire, là, c'est vraiment... L'école préparatoire, c'est 1 an où on fait... de la danse contemporaine, de la danse classique, de l'acrobatie au sol, du trampoline, du jeu d'acteur, du clown, du mime, enfin tout en fait. On fait de 8h du matin jusqu'à 8h du soir. C'est vraiment le plus, emmagasiner le plus d'informations possible pour avoir vraiment les bases nécessaires pour les concours d'entrée des écoles supérieures. Et donc, vous avez découvert ce numéro de la Roussire. Alors, comment l'avez-vous découvert et qu'est-ce que c'est? Et donc, c'est ça. Donc, je suis arrivé à cette école à Lille. Je savais que je voulais pas devenir jongleur toute ma carrière, même si j'aimais beaucoup ça, mais je voulais quelque chose de plus acrobatique. Et en fait, en rentrant dans cette école, dans les écoles préparatoires, on n'est pas obligé d'avoir déjà choisi une discipline, mais il y en a qui ont déjà une idée très claire de ce qu'ils veulent faire, mais il y a des gens comme moi qui arrivent dans les écoles, qui disent bon, j'aimerais bien essayer ça, donc on se cherche un peu. Et donc moi, j'avais, l'année avant de rentrer dans cette école, j'avais découvert la roue allemande, qui est comme une espèce de, vulgairement, une roue de hamster. En fait, c'est une discipline gymnastique allemande qui consiste en 2 anneaux parallèles reliés entre eux par des barreaux et des poignées. Et ça est arrivé dans le cirque il y a déjà très longtemps. Et donc j'avais un ami qui s'appelait Tanguy Simoneau, qui lui avait fait la formation artistique dans cette école à Lille, qui venait aussi de Rennes et qui faisait de la roue allemande déjà depuis longtemps. Et en fait un jour, moi à ce moment-là, je faisais des équilibres sur les mains, je cherchais encore vraiment ce que je voulais faire, mais je faisais un peu de roue allemande, un peu d'équilibre sur les mains, un peu de jonglerie, je savais pas. Et un jour, j'ai vu Tanguy manipuler cet anneau en métal et lui, il essayait vraiment, il faisait de la recherche, quoi. Il essayait de trouver qu'est-ce qu'il pouvait faire avec ça. Il avait imaginé, aller chez un ferrailleur, lui demander de cintrer un tube de 6 mètres en un cercle parfait. Et le moment où j'ai vu ça, ça a été clair et net. Je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et on l'appelle la Roussire. Pourquoi? Alors, à l'époque, on n'appelait pas ça la Roussire. Moi, j'avais appelé ça l'anneau, la roue simple. Il n'y avait pas de nom. Et en fait, c'est... quelques années plus tard, en fait, moi, quand je suis entré à l'école de cirque de Bruxelles, on s'est rendu compte que, en fait, ça se créait en même temps au Québec, à l'école nationale du cirque de Montréal, et c'est trouvé que une personne qui s'appelle Daniel Cyr
qui travaillait au Cirque Éloise, qui lui qui faisait surtout de l'échelle libre. Alors c'était un acrobate, il faisait pas que de l'échelle, il faisait plein d'autres acrobaties, mais il avait en fait aussi découvert cet agrès et il a été le premier en fait à avoir créé un numéro avec cet anneau. Et il s'est présenté au Festival mondial du cirque de demain. Je pense que vous allez avoir l'année parce que je l'ai pas en tête. Oui. En tout cas, il s'est présenté en 2000 et quelques à Paris au cirque de demain et il a gagné la médaille d'or. Et donc après ça, tout le monde a associé l'agrès au nom. Donc à partir de ce moment-là, il a fallu que j'appelle ça la roussire. Et vous êtes entré au Cirque du Soleil pour ce numéro ou est-ce que ce numéro est venu petit à petit? Oui, alors comme c'était hyper récent, en fait, il faut savoir que c'est la discipline de cirque la plus récente dans l'histoire du cirque. Et donc moi, quand j'ai commencé, je fais partie de cette première génération et tout était à créer. En fait, il y avait pas de langage acrobatique, ça n'avait jamais été fait, donc il fallait tout écrire. Et donc quand j'ai terminé l'école, en fait, on était, je sais pas combien on était dans le monde, mais ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Donc, le Cirque du Soleil avait eu vent, enfin, avait déjà vu, en fait, cet agrès, et avait envie, comme le Cirque du Soleil était toujours en avance et à vouloir quelque chose de nouveau, qui n'avait pas encore été fait, pour ces spectacles. Donc, il voulait créer un collectif de roussir, sur le nouveau spectacle. Et aussi quelqu'un qui pouvait être spécialiste, mais qui pouvait être aussi personnage, qui pouvait faire aussi du jeu d'acteur. Et donc c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher, puisque j'avais non seulement une formation de spécialiste en roussir, mais comme j'étais passé par les écoles et que j'avais fait beaucoup de théâtre, j'avais aussi des capacités de jeu d'acteur, donc je pouvais aussi participer à la création d'un personnage qui allait évoluer dans le spectacle. Oui, parce qu'il y a la roussir, mais d'abord c'est sur des musiques, il y a beaucoup d'accompagnement musical, il faut avoir de la force pour faire ça, et puis vous intervenez dans le spectacle régulièrement. Oui, alors j'ai mon numéro, après ça dépend du spectacle, mais oui, j'ai mon numéro acrobatique. Donc là, dans le cas de Zarkana, c'était un numéro collectif, mais j'ouvrais le numéro avec un solo. Aujourd'hui, sur Allegria, c'est un numéro complètement solo que je fais. Donc là, chaque spectacle a un peu... je fais des choses différentes. Mais depuis le moment où j'ai commencé en 2010 avec le Cirque du Soleil, j'ai eu aussi justement la chance de pouvoir faire du clown ou du personnage. Donc c'est différentes casquettes que j'ai la chance de pouvoir avoir dans ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a eu différents spectacles. Il y a même un spectacle qui s'est installé à Broadway. Il y a eu le Radio City Musical, il y a eu des tas de choses. Donc ça, c'est Zarkana, ouais. Oui. Donc en fait, au départ, Zarkana, c'est le plus gros spectacle qui avait jamais été conçu. Et donc ça, on pourra en revenir dessus après, mais c'était un coup de folie de Guy Laliberté un peu. C'est-à-dire parce que le Cirque du Soleil avait déjà essayé de se produire plusieurs fois à New York. Il y avait eu Banana Spiel qui est sur Broadway. Ça va être toujours... Bon, on s'imagine bien que New York, c'est quand même un marché assez difficile où il faut... Il y a Broadway, il y a beaucoup de spectacles, des musicals. Le cirque est pas vraiment sur Broadway, donc ça a toujours été un peu compliqué, un défi pour le Cirque du Soleil. Et donc un jour, Guy Laliberté, il a dit, OK, moi, je vais revenir à New York avec le plus gros spectacle jamais conçu, puis je vais le mettre dans le Radio City Musical, qui est un des plus gros théâtres au monde, et je vais faire le plus gros spectacle. Et puis avec des numéros qui avaient déjà été primés dans des festivals avant. Il y avait le personnage principal et chanteur était Garou. Oui, qui débutait. Voilà. Et qui avait demandé à partir quelques jours pour venir faire les premiers Voice à Paris. Ah, c'est vrai, ouais. Peut-être plus c'est vrai, peut-être plus tard, parce qu'en fait après quand il est parti, il s'est vraiment mis dans The Voice. Mais moi ça c'était un truc incroyable pour moi quand on m'a dit, quand je suis arrivé à Montréal le premier jour dans les studios, et puis je me suis assis à côté de Garou à manger dans la cantine, j'étais là, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'était incroyable pour moi parce que bon, Garou, ça a bercé mon enfance aussi, quoi. Je suis en Notre-Dame de Paris, j'avais toujours entendu Garou à la radio, puis là je me retrouvais finalement à aller travailler avec lui pendant pas faire la création du spectacle avec lui, à côté de lui. Et dans les coups de folie de Guy Laliberté, il y a un spectacle hommage aussi. Un spectacle sur Michael Jackson qui est fait par le Cirque du Soleil. Là aussi, c'est une aventure totalement folle, Ghislain Ramage. Ouais, malheureusement, c'est un des spectacles que j'ai pas eu la chance de voir. Oui. Donc je pourrais pas vous en dire grand-chose, mais en tout cas, je sais que c'est super. Il y a eu 2 spectacles, il me semble. Il y a eu un spectacle sur Michael Jackson qui tournait, et maintenant il y a un spectacle résident à Las Vegas sur Michael Jackson. Voilà, ouais. Et puis il y a Paramour aussi. Ah ouais. Paramour qui est un spectacle qui se déroule au temps de l'âge d'or à Broadway et à Hollywood.
Et il me semble que Paramore, c'était à l'origine un spectacle qui s'appelait Iris, Exactement. qui avait été créé à Los Angeles Oui. et qui a dû fermer, et ils l'ont rouvert plus tard À Broadway. à Broadway sous le nom de Paramore. Avec un metteur en scène français qui est Philippe Découfflé, Et oui. qui a fait l'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville. Ouais. Là aussi, c'est la première fois qu'un Français travaillait pour le Cirque du Soleil. Parce que je crois que Guy Laliberté est d'accord pour tout faire à condition qu'il y ait un événement à chaque fois. Ouais, mais après, il savait détecter aussi les bonnes personnes avec qui travailler, enfin les metteurs en scène et tout. Enfin, je sais pas, on parle de Philippe Découfflé, mais Daniel Finzi-Pascal, Franco Dragon, enfin voilà, des gens qui avaient qui s'étaient déjà aussi qui avaient déjà fait leurs preuves dans la création et dans le milieu artistique, mais je sais pas, j'aimerais dire, tout le monde avait un peu envie de travailler avec le Cirque du Soleil aussi, donc c'est Guy Laliberté, il pouvait travailler avec tout le monde en fait, ou tout le monde avait envie de travailler avec lui. Avec des moyens qu'aucun autre cirque pouvait se Exactement, permettre. et je pense que c'est ça qui a aussi attiré beaucoup de metteurs en scène, c'est qu'en fait les moyens étaient un peu limités, quoi. Donc il y avait carte blanche et on pouvait tout faire, quoi. Voilà. Eh bien, la preuve, on va évoquer dans quelques instants le spectacle actuel qui a débuté le 20 novembre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Ghislain Ramage pour parler du Cirque du Soleil. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Ghislain Ramage, mon invité. Vous êtes l'un des intervenants du Cirque du Soleil. On a évoqué cette histoire. Et depuis le 20 novembre 2025, ce Cirque du Soleil mondialement connu est de retour à Chatou, près de Paris, sur l'île des Impressionnistes, pour un spectacle qui s'appelle Allegria, un nouveau jour. Je précise que l'île des Impressionnistes, c'était au départ un restaurant guinguette qui proposait du canotage en 1880. Et comme clients, il y avait Renoir, Monet, Manet, Courbet. Et c'est comme ça qu'ils ont peint des tableaux qui sont devenus les plus connus des impressionnistes. Vous êtes au milieu des artistes. Encore une chose que j'ai appris aujourd'hui. Alors, Allegria, un nouveau jour, qu'est-ce que c'est comme spectacle? Alors, déjà, faut qu'on revienne un peu en arrière. Oui. C'est Allegria. Allegria, c'est le spectacle iconique du Cirque du Soleil qui a justement été créé, mis en scène par Franco Dragon, dont on parlait tout à l'heure, et qui a vraiment fait la renommée du Cirque du Soleil. Moi, c'est le premier spectacle que j'ai eu en DVD quand j'avais 10 ans, que j'ai écouté et revu en boucle. Donc, c'est vraiment... Voilà, c'est... le Allegria d'origine, qui a été créé en 1994, qui a fermé en 2013, a été vraiment à bouleverser l'histoire du Cirque du Soleil, et donc et à bouleverser les gens aussi. Oui. Parce qu'il y avait des moyens, parce qu'il y avait des choses qu'on n'avait jamais vues. Alors il y avait ça, il y avait je pense qu'il y a quelque chose qui a vraiment marqué l'esprit des gens, c'est la musique. C'est d'ailleurs un album qui a été l'album le plus vendu au Cirque du Soleil, qui a été nominé pour des Grammy Awards, je sais plus en quelle année, mais enfin voilà. En fait, on a tous entendu à un moment donné la musique du Cirque du Soleil, d'Allegria, quoi. On va l'écouter justement. On connaît tous cette musique, mais on ne sait même pas que ça vient du Cirque du Soleil, souvent. Elle est restée 65 semaines présente dans le Billboard, c'est-à-dire le hit parade américain. Voilà. C'est extraordinaire. Et donc, ce spectacle en 94 existe. Et il y a une histoire au départ. Il y a une histoire qui est restée aujourd'hui. C'est une lutte de pouvoir entre l'ordre établi et la jeunesse en quête de renouveau. Il y a différents personnages. Je suis la jeunesse. Voilà. Pas le fou du roi. En fait, au départ, il y a un fou du roi qui veut prendre la place du roi. Qui a perdu son royaume, et donc, le roi qui a perdu son royaume, et donc le fou du roi veut reprendre le pouvoir, sauf que la jeunesse veut le défier, veut renverser ce pouvoir, et donc parce qu'il y a l'aristocratie, et donc la jeunesse qui vient un peu des bas-fonds du royaume, et donc il y a cette espèce de confrontation, et il y a les anges qui arrivent plus tard dans le spectacle. Je vais essayer de pas non plus trop tout dévoiler. Non, mais sans dévoiler, on peut dire que bon, ce bouffon qui a fait que des bêtises pratiquement. Là, les aristocrates veulent garder le pouvoir. On est presque dans le monde d'aujourd'hui. Non, mais c'est là où Franco Dragon était aussi très très fort, c'est qu'il a, c'est dans beaucoup de ses spectacles, hein, dans Kidam, dans Allegria, c'est une représentation d'une manière ou d'une autre de la société, à faire passer des messages aussi, à vouloir, ouais, c'est ça, dans les personnages, à prendre
un aspect de la société ou du monde dans lequel on vit et de le tourner d'une manière un peu artistique, mais qui va pouvoir parler aux gens et avec un twist un peu plus magique. Mais si on vient vraiment pousser la réflexion, il y a tout un message derrière, il y a toute une... c'est ça, un message, une idée. Oui, parce que Allegria, c'est joie et allégresse, donc c'est un espoir de joie. C'est un espoir de joie dont on a bien besoin aujourd'hui. Donc, ce spectacle est de 94 et il renaît en 2025, Gisela Ramage, dans une nouvelle version. Oui, alors en 2019, pour les 25 ans en fait d'anniversaire d'Allegria, puisqu'il a donc fermé en 2013, donc en 2019... le Cirque du Soleil décide de rouvrir Allegria, mais évidemment il fallait faire quelque chose quand même de différent, mais qui reste quand même Allegria. Donc aujourd'hui, Allegria sous un nouveau jour, l'idée c'était de reprendre Allegria, mais de le remettre un peu au goût du jour. Donc on garde les thèmes musicaux quand même dont on parlait tout à l'heure, qui sont restés encore gravés dans l'esprit des gens. Donc la musique a changé, mais on reconnaît quand même certains des thèmes musicaux principaux. Les numéros acrobatiques, c'est pareil. Il y a des numéros qui existaient avant ou qui ont été un peu revisités. Par exemple, je pense au numéro de Power Track, qui est un espèce de trampoline en forme de croix, qui a un numéro absolument phare d'Allegria d'origine. Donc ça, on l'a gardé, mais on l'a revisité. Donc on a... Évidemment, entre 1994 et 2019, le niveau acrobatique a aussi augmenté. Donc c'est pour ça que je dis on l'a remis au goût du jour, et c'est pour ça que ça s'appelle Allegria sous un nouveau jour. C'est que c'est un Allegria plus moderne, mais qui garde cette essence, l'histoire des personnages, les clowns, toute cette trame qu'il y avait dans l'Allegria d'origine est toujours là, mais... c'est ça, revisiter. Alors, Gisela Ramage, il y a l'histoire, effectivement, qu'on a évoquée. Mais au milieu de cette histoire, il faut qu'il y ait des trapézistes, des acrobates, des clowns, des jongleurs. C'est pas facile au départ de les inscrire dans l'histoire. Ouais, alors le niveau acrobatique reste celui du Cirque du Soleil. Hein. Il y a des numéros... ça reste... le Cirque du Soleil qu'on connaît, donc on va quand même donner au public les numéros acrobatiques les plus impressionnants. Donc ça va du trapèze volant au power track. Il y a aussi un artiste qui jongle avec du feu. Il y a les trapézistes, des hula hoop. Il y a un peu de, ça reste un melting pot d'acrobatie de cirque comme on le connaît. Mais qui arrive dans le spectacle, dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il a fallu les inclure dans l'histoire. Oui, alors c'est ça. En fait, c'est ça qui est génial avec le Cirque du Soleil, qu'on peut comparer par exemple avec le cirque traditionnel, c'est que c'est presque l'acrobatie. On met l'acrobatie au service de l'histoire. On va dire dans le Cirque du Soleil, c'est des numéros vraiment à part, dans le cirque traditionnel, c'est des numéros à part entière qui vont vraiment être focusés sur l'acrobatie. Donc on va aller impressionner les gens. Il n'y a pas forcément d'histoire. Il peut y avoir une histoire, mais la plupart du temps, c'est vraiment juste on présente l'acrobatie la plus incroyable qu'on peut mettre en scène. Oui. Mais au Cirque du Soleil, c'est vraiment le numéro qui va venir compléter l'histoire. Voilà, l'artiste qui va avoir un personnage et qui va avoir un rôle dans l'histoire, et donc l'acrobatie va participer à l'histoire. Ouais. Mais quand on voit ces cirques jadis et ces petits cirques qu'on trouve encore dans les villes de vacances et qui se meurent les uns après les autres, parce que moi, il n'y a pas longtemps, au marché où je suis, j'ai vu un monsieur s'approcher vers moi, me proposer des peluches pour le cirque, qui n'avait pas les moyens de nourrir les animaux l'hiver. Il y a quand même une évolution qui est terrible dans le cirque aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Après, voilà, faut accepter aussi le changement, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les animaux dans les cirques, il était temps que ça s'arrête aussi. Alors, tous les cirques n'ont pas été capables de s'adapter en fait à cette espèce de renouveau. Mais je vois par exemple Barnum & Bailey aux États-Unis. Pour eux, ça a été hyper difficile, comme ça a été difficile pour beaucoup de cirques traditionnels en France et en Europe, de plus utiliser les animaux. Mais ils ont su, ou même au Bouglione, ils ont su comme se réinventer et de pouvoir faire sans les animaux. Donc il reste encore des petits cirques, c'est sûr, mais ça.
C'est dommage dans le fond parce que c'est aussi le cirque du Soleil n'existerait pas s'il n'y avait pas eu de cirque traditionnel aussi. Exactement. Donc c'est l'origine aussi je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution. C'est à chacun aussi de réussir à se réinventer. Ouais. Quand Ghislain Ramage, votre roussire, elle intervient dans ce spectacle Allegria, un nouveau jour, dans l'histoire. Oui, alors pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure justement par rapport à l'histoire, moi c'est comme ça que je vois mon numéro. Vraiment, mon intention, c'est vraiment d'utiliser cette roue et l'acrobatie, la danse, pour raconter l'histoire de mon personnage, en fait, de mon groupe de personnages, et qui s'inscrit dans l'histoire complète du spectacle d'Allegria. Mais il se trouve aussi que le Cirque du Soleil, c'est une entreprise énorme. Par exemple, le chapiteau, c'est incroyable. Il y a, je crois, 250 personnes par jour qui sont nourries, et que c'est presque une ville à l'intérieur. Ah ouais, c'est vraiment un village. Alors on est 119 personnes sur la tournée, mais ça inclut on est 54 artistes. On a des techniciens qui sont sous le chapiteau, qu'on appelle, j'ai oublié le nom en français, mais riggers, qui s'occupent de toutes les accroches, les cordes, etc. On a aussi toute une équipe de techniciens qui est vraiment qui s'occupe du chapiteau, parce qu'il y a énormément de maintenance à faire tous les jours pour s'assurer que tout est bien accroché, que tout marche bien. Je crois qu'il y a 550 piquets et 8 jours de montage. Ouais, c'est ça. 8 jours de montage. Non, mais c'est incroyable. On a un plombier, on a un électricien. Enfin, il y a vraiment tout. On a la cuisine, donc avec des chefs qui sont là pour nous nourrir à tous les jours. On a des bureaux. En fait, on a vraiment tout ce qu'il faut. On est complètement, comme tu dis, c'est un village. Mais c'est extrêmement complexe à monter, ce genre de choses. En plus, souvent, ça vient du Canada et d'autres pays. Oui, alors on a des chapiteaux qui sont un peu dans tous les continents. Donc ça nous évite des fois d'avoir à voyager avec... parce qu'on voyage déjà avec... c'est 77 camions qui partent quand on finit une ville. Par exemple, là, on était à Bruxelles avant de venir à Paris. Donc on a fini Bruxelles. Le soir même, ça part tout dans des camions. Il faut 2 jours de démontage, mais 8 jours de montage. Donc et puis il y a également ceux qui vous soutiennent, c'est-à-dire qu'il y a les médecins qui sont toujours près de vous. Oui, alors on a 2, on va dire, kinés qui sont là à plein temps pour s'occuper de nous, pour gérer tout ce qui est blessures éventuelles ou faire de la prévention de blessures. On a aussi un masseur, masseuse qui est là à chaque ville pour assurer qu'on a la récupération nécessaire aussi pour pouvoir faire 10 spectacles par semaine. Oui, parce que ça, il faut bien dormir. Oui, c'est un peu le plus gros des challenges, c'est de pouvoir rester, de trouver l'équilibre entre s'entraîner, rester dans une bonne forme physique, mais sans trop se fatiguer pour quand même pouvoir faire 10 spectacles par semaine pendant 12-13 semaines. Voilà. Parce que, en plus, une fois c'est fini dans une ville, il faut aller dans une autre. Et oui. Et puis, il y a le maquillage. On apprend à se maquiller tout seul en 45 minutes. Oui, alors 45 minutes, c'est le plus rapide que j'ai fait de ma carrière. Parce que j'ai eu sur Zarkana, par exemple, mon maquillage me prenait 2h30 à tous les jours. Et donc, en plus de ça, il fallait que je me colle une barbe, il fallait que je mette une perruque. Mais oui, on apprend. En fait, la plupart des artistes qui rejoignent un spectacle passent par la case Montréal. C'est-à-dire que Montréal, c'est là où il y a la maison mère du Cirque du Soleil, les studios. Et en fait, on doit la plupart du temps passer par la case Montréal pour tout ce qui est entraînement. On fait des scans complets en 3D de notre corps, de notre tête, pour que ils puissent faire des costumes ou des chapeaux ou des perruques sans forcément une fois que l'artiste est sur la tournée, s'il y a besoin de faire un changement, ils ont tout ce qu'il leur faut à Montréal. Un costume dure 6 mois, je crois. Ouais, alors c'est ça, on les change régulièrement pour qu'ils puissent être aussi brillants que possible. Mais c'est vraiment c'est toute une entreprise, c'est tout un processus. Et donc voilà, les maquillages, on les apprend en passant par Montréal. On a des cours et on a tout ce qu'on appelle un step by step. C'est une espèce de feuillet où on a toutes les étapes à respecter. Et puis on pratique. Et puis une fois qu'on l'a fait déjà quand même pas mal de fois, on n'a plus besoin de tout ça, et puis on peut partir sur la tournée et le faire à tous les jours. Voilà. Et Ghislain Ramage, je crois qu'il y a aujourd'hui 17 productions différentes en 2025 du Cirque du Soleil, ce qui est immense, qu'on ne connaît pas. Ça reste toujours beaucoup, oui. Et puis à Château, c'est tous les soirs, mais aussi plusieurs fois le dimanche.
Ouais, c'est effectivement. Là, on n'a pas. Ouais, on vient de commencer la première semaine, mais ça nous arrive de faire 3 spectacles le dimanche. Jusqu'au 25 janvier, ça veut dire qu'il faut une vie monacale pratiquement pour s'en sortir. Ouais, il faut avoir une bonne rigueur de travail, de prendre bien soin de son corps, de s'assurer d'avoir le repos nécessaire aussi tous les soirs pour pouvoir attaquer le lendemain. Mais en même temps, voilà, le public parisien jusque-là nous l'a super bien rendu et en fait ça rend en fait aussi tout ça vachement plus facile. Un spectacle de fin d'année qu'on recommande à celles et ceux qui nous écoutent, Allegria, un nouveau jour. Mais l'allégresse, elle se lit sur votre visage parce que vous avez accompli votre destin, vous êtes heureux. Et oui, c'est un rêve d'enfance. Le Cirque du Soleil, mais aussi Allegria, puisque j'ai grandi vraiment avec les musiques, à regarder les vidéos et tout. Enfin, jamais de ma vie, j'aurais pensé non seulement travailler avec le Cirque du Soleil, mais en plus travailler sur Allegria. Donc, c'est un truc absolument incroyable. Et en plus, aujourd'hui, de venir en France jouer à Paris, ce qui est la première fois. J'ai fait plein de tournées avec le Cirque du Soleil, mais la première fois que je joue à Paris. Eh ben, tous nos vœux de succès, mais ça, je ne suis pas trop inquiet. C'est jusqu'au 25 janvier, donc sur l'île des Impressionnistes à Chatou, le Cirque du Soleil, et puis continuez ainsi à vivre votre passion. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis je vous attends du coup dans le chapiteau. Joyeuses fêtes à tous. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.